négociateur en chef européen sur le Brexit, qui juge possible un accord avec Londres dans un délai de 6 à 8 semaines, dit-il, si chacun se montre réaliste. Alors ça fait bondir la livre, ça ralentit la bourse à Londres qui a finalement terminé stable. Thierry Drilon, bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre de commerce franco-britannique. Tiens, pourquoi il se montre optimiste, Michel Barnier? Bon, vous savez, je crois que dans toutes ces négociations, il y a des moments de tension, des moments de haut, des moments de bas, des moments où ça ne vous a pas échappé, et à un moment donné où les uns et les autres montrent leurs muscles. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase qui est une phase plus de pacification et où le pragmatisme et le réalisme vont l'emporter. Alors d'ailleurs, ce que disait The Guardian cet après-midi, les dirigeants européens devraient annoncer la semaine prochaine la tenue d'un sommet extraordinaire justement consacré au Brexit. On parle du 13 novembre, donc à suivre. Sur quoi ça porte ces discussions? Parce que j'ai l'impression que le gros quand même, bon alors évidemment il y a la frontière irlandaise bien sûr, entre les deux Irlandes bien sûr, mais c'est quand même la relation commerciale post-Brexit donc dans l'Union européenne. Barnier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Union n'acceptera pas les propositions de Londres sur la création d'une zone de libre-échange pour les biens industriels et la possibilité que le Royaume-Uni collecte les droits de douane sur les biens qui entrent sur son territoire à destination de l'UE. Clairement, ça remettrait en question l'intégrité du marché unique européen, donc à 27, après le Brexit. Il y a plusieurs choses. D'abord, cet été, il s'est passé pas mal de choses. Ouais. Il y a eu Theresa May qui a annoncé le plan de Chequers. Donc on est passé d'un soft Brexit à un hard Brexit, à un no deal, maintenant à un soft Brexit. Premier point. Deuxième chose, Boris Johnson a donc démissionné. Il était pro-hard Brexit, remplacé par quelqu'un, on va dire, de beaucoup plus tempéré, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, qui est quelqu'un qui est pro-business et qui est pragmatique. Et puis la troisième chose, ils ont changé le négociateur en charge des négociations avec l'Union européenne. David Davis a été remplacé par Dominic Raab. Donc tout ça sont des éléments convergents pour faire en sorte que autour de la table, on mette les bonnes fées pour que, in fine, on arrive à trouver un accord qui soit, on va dire, le moins mauvais possible. Avec un Brexit possible quand même, comme on le dit, fin mars, où il y a encore une période de prolongation? Alors en termes de timing, les choses sont assez claires aujourd'hui. C'est-à-dire que au mois d'octobre, novembre, avec ce conseil exceptionnel, il y aura donc la conclusion d'un accord. Il y a trois certitudes aujourd'hui. Un, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et il y aura donc un Brexit qui aura lieu à la fin du mois de mars 2019. Ça, c'est acté. La deuxième chose, c'est que, évidemment, les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, auront des impacts dès lors qu'elles font des transactions économiques avec le Royaume-Uni. Et puis la troisième chose, c'est que pour toutes les entreprises, nécessité est de se préparer aux différents scénarios. Alors comment ces entreprises se préparent-elles justement? C'est quoi l'état des troupes là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans les milieux économiques? On attend, on temporise ou vraiment ça y est, on se dit, comme vous le dites, il y a des certitudes, maintenant il faut y aller, clairement. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes président de la Chambre de commerce franco-britannique, Thierry Drilon, c'est quoi les... Alors aujourd'hui, quand je regarde, si vous voulez, les grandes entreprises, elles ont toutes leurs différents scénarios. Ouais. Et elles sont prêtes. Ouais. Et elles ont les différents cas de figure. Et c'est relativement bien préparé. C'est quoi les différents cas de figure qui peuvent les différents cas de figure, c'est les problèmes de certitude. C'est les problèmes de douane, les problèmes d'échange douanier, les problèmes de process, les problèmes de supply chain. Est-ce que je fais fabriquer à tel endroit, les transactions, quel impact sur les livraisons, quel impact sur les devises, etc. etc. Les droits des expatriés, des collaborateurs aussi. Absolument. Donc là, il y a un certain nombre de questions et il y a un certain nombre on va dire, d'itérations qui ont été mises en œuvre. Les grandes entreprises sont prêtes. Voilà. La question se pose sur les petites entreprises. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce franco-britannique, qui fête cette année ses 145 ans, accompagne ces jeunes entreprises pour les aider à gérer cette situation. Vous savez, une entreprise, ce qu'elle déteste, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude. Je pense que le pragmatisme, le réalisme et la vision pro-business finira par l'emporter. Alors après, il va y avoir des contours, il va y avoir des aspects techniques qui vont être fondamentaux. Quel conseil, par exemple, vous donnez donc aux chefs d'entreprise, aux patrons, patronnes de PME qui actuellement fait du commerce avec le Royaume-Uni, soit qui a une implantation là-bas sur place, soit justement qui exporte là-bas de l'autre côté de la Manche? Je crois qu'il ne faut pas aller passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire qu'il faut analyser les choses de manière très pragmatique, très concrète, et regarder globalement au niveau des transactions économiques comment les choses se passent et comment elles se passeraient. Et récemment, là, aux États-Unis, j'ai rencontré un certain nombre de grands fonds américains. Et je leur ai posé la question, à un horizon de 3 ans, quelles sont vos perspectives d'investissement au niveau mondial?
Et j'ai eu une réponse assez intéressante. 1. Les États-Unis ne constituent plus une zone d'investissement majeure pour nous, pour un certain nombre de raisons évidentes. 2. L'Asie, pour quelle raison? Par rapport à un environnement économique et à un environnement politique, pour le moins chaotique. Ouais, politique peut-être, économique, ça... Bon, voilà. Deuxièmement, l'Asie a constitué une source d'investissement très très importante les années précédentes et aujourd'hui, besoin d'un retour sur les investissements. Le troisième, c'est l'Europe. L'Europe qui constitue un terrain d'investissement privilégié sur les années à venir de ces fonds d'investissement, de ces grands fonds d'investissement américains, avec deux priorités. Une première priorité de manière sélective, l'Angleterre, le Royaume-Uni, en fonction des différents accords qui vont avoir lieu. Malgré tout. Ouais. Et la France, qui passe de la 3e ou la 4e division, ou division d'honneur, à la 1re division. Et je crois que tout ça est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que tout ça milite pour avoir une Europe qui soit au centre de l'échiquier mondial. Et pour avoir une Europe forte, il faut un Royaume-Uni fort, il faut une France forte et il faut une Allemagne forte. Donc le Brexit ne constitue pas forcément un épouvantail, une zone d'ombre au moment où on se parle, la fin 2018, à quelques mois justement du départ du UK de l'Union européenne. Vous savez, je vais vous dire, moi je suis un adepte du positive thinking. Ouais. Donc je crois que d'abord nos amis anglais ont démontré qu'ils savaient être très résilients et que ce sont aussi des gens qui sont très pragmatiques sur les aspects business. Donc le manque à gagner est tellement important. On est dans un environnement économique qui est un environnement économique porteur, avec des signes économiques très positif, avec globalement une croissance multisecteur qui est très diversifiée, et donc tout le monde perdrait dans le cadre d'un non-accord. Je ne sais pas s'il est porteur du positive thinking, Michel Barnier, je pense à lui. Je cite Connor Campbell, qui est analyste chez Spreadex. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire bouger la livre sterling, c'est Michel Barnier. La livre guette toute parole positive du négociateur en chef de l'Union, quitte à ce que des discours sans relief soient extrapolés. C'est l'homme qui fait bouger la livre, Michel Barnier. Heureusement qu'il est là, quelque part, comme négociateur en chef. Je pense que Michel Barnier est dans son rôle. Ouais. C'est-à-dire il est quelque part le gardien du temps. Oui, tout juste. Il a un cadre. Ouais. Et par rapport à ce cadre, il fait en sorte que, on puisse faire coïncider les intérêts qui peuvent être divergents des uns et des autres. Il a une position très ferme. Et à mon avis, il a eu raison. Ouais. Les Anglais ont une position extrémiste à une certaine époque. Et là, l'ensemble des points de vue vont converger, à mon sens, de manière assez naturelle. Alors après, il va y avoir les détails techniques qui vont être très importants pour le monde de l'entreprise. Mais globalement, je pense que les déclarations aujourd'hui de Michel Barnier ne sont pas des déclarations en l'air, et sont des déclarations qui sont des signes avant-coureurs d'un accord qui devrait être plutôt au bénéfice de l'ensemble des entreprises. Donc, question, doit-on croire à un prochain accord avec l'UE? Vous dites apparemment... Oui, voilà, réponse de Thierry. Résolument positif. C'est vrai que, je sais, c'est pour ça, on vous adore, à chaque fois que vous venez ici. Thierry Drilon, président de la Chambre de commerce franco-britannique dans International et Business.